Alors, je crois que c'est maintenant compris après 2 jours de colloque. Le geste d'actualisation dans l'ouvrage de Citon implique une réappropriation d'un texte ancien qui trouverait donc dans la distance entre le passé et le présent, donc le présent du lecteur et le passé de l'œuvre, donc des possibilités interprétatives qui permettraient d'appréhender en fait notre époque de biais, en quelque sorte en court-circuitant le bruit de fond de nos sociétés de contrôle. Cette distance temporelle qui doit être créée afin d'échapper à l'emprise d'une lecture normative semble dès lors exclure toute possibilité d'actualisation du contemporain. Cette communication visera au contraire à démontrer la possibilité et l'intérêt de celle-ci à partir de l'exemple donc des romans de Milan Kundera. En 1994, Sviatoslav Švacik proposait une première division en cycle de l'œuvre kundérienne que François Ricard complétait en 2003 comme suit. Le premier cycle est constitué des romans écrits en tchèque avant l'émigration forcée de l'auteur en 1975. Le second est celui des romans écrits en tchèque après son arrivée en France. Et le troisième est qualifié de moment français, soit après que l'auteur ait changé de langue d'écriture pour adopter celle de son pays d'accueil. Si ces distinctions sont reconnues par la critique, les transformations qu'elles présentent ne sont toutefois abordées généralement que d'un point de vue stylistique, puisque l'approche thématique et structurale, en fait, demeure à l'honneur lorsqu'il est question de la critique kundérienne. Je désire pour ma part démontrer que cette division en cycles témoigne des moments charnières non seulement dans la carrière de l'auteur, mais aussi des transformations sociales des 50 dernières années en Occident. Elle ouvre de ce fait à des possibilités interprétatives non encore actualisées, qui permettent de mettre en lumière l'évolution des modes d'existence et d'individuation à l'intérieur de ce que Kundera nomme l'époque de la préhistoire et que nous nommons en fait de façon plus générale l'époque contemporaine de l'après-guerre. Si ce geste semble a priori situé à l'opposé de celui proposé par Citon, je suggère que dans le cadre d'études déjà établies comme le sont celles sur Kundera, la ligne de faille que constitue le rapport au contexte social constitue l'une de ces virtualités connotatives que Citon situe généralement davantage du côté du détail stylistique. À condition, bien entendu, de le saisir d'une manière inédite, c'est-à-dire, dans notre cas, par le biais d'une philosophie de la relation comme celle de William James. Ce que je propose est ainsi une forme d'actualisation de l'œuvre qui s'établit dans un dialogue à 5 entre celle-ci, le monde qui l'informe, sa critique, la philosophie pragmatiste et ma subjectivité de chercheuse. La grande époque des commentaires sur l'œuvre kundérienne se situe dans les années 90 et se poursuit jusqu'au début des années 2000, avec des critiques comme Eva Legrand et François Ricard, qui est d'ailleurs préfacé autorisé de Kundera. Donc, ces critiques qui reconnaissent tous en lui l'un des écrivains qui expose peut-être la société contemporaine de la façon la plus juste et la plus impitoyable, mais qui refuse paradoxalement d'aborder concrètement la question sociale dans ses romans, en raison de la part autotélique de l'œuvre essayistique kundérienne. Je rappelle rapidement que Kundera considère les personnages de ses romans comme des égos expérimentaux, parfois aussi appelés égos existentiels. Ces derniers permettent à l'auteur d'expérimenter la contingence du réel ainsi que certaines expériences auxquelles il peut donner lieu, à partir d'une pluralité de focalisations narrativement équivalentes. Or, si pour ces exégètes, le roman kundérien ne peut être séparé d'une pensée du roman qui appréhende l'existence contemporaine à partir de ses égos expérimentaux, il ne peut pas pour autant être approché à partir de conceptions philosophiques ou politiques. Nul besoin de préciser ici que l'autorité de Kundera est assez importante. La solution adoptée semble donc être de creuser le filon de ces thèmes récurrents, ainsi que de celui de l'esthétique de la variation, de la polyphonie et de l'ironie. Le tout souvent dans un procès de recension de ceux-ci à travers la suite des publications qui sont abordées d'un même mouvement comme un seul grand roman. Or, le corpus kundérien se compose à ce jour de 11 romans, 4 essais et une pièce de théâtre, écrits entre 1959 et 2014. Vu son ampleur et l'écart temporel entre les années de publication des derniers et des premiers romans, il m'apparaît problématique de considérer les modes d'existence y étant reflétés d'un seul regard. D'importants changements socio-historiques conditionnent ces récits, lesquels nécessitent, selon moi, d'examiner cet écart au regard des rapports au monde et à l'individuation qu'ils surdéterminent.
C'est dans cette même perspective qu'il me semble qu'une approche différentielle des romans peut possiblement y faire apparaître des nuances ou des changements que l'on a tendance à aplanir lorsqu'on aborde les romans en étant informé par l'idée du grand roman chemin kundérien. Le pragmatisme de William James permet de réinvestir ce double rapport à la société et à l'époque centrale à l'œuvre kundérienne pour en développer ce que Citon nomme donc les virtualités connotatives. La philosophie de James en est une de l'événement et de la conséquence. En simplifiant nécessairement la chose, on peut dire qu'on y postule que tout changement dans le champ expérientiel, lequel a pour centre le corps du sujet, entraîne un changement conséquent sur celui-ci. Dans la lignée de ses réflexions sur le plan continu d'existence, James postulait en effet que le sujet se développait dans les expériences qu'il traverse à chaque moment, obligeant de facto une redéfinition perpétuelle de son passé et de son avenir tout à la fois. La conception du sujet de James nous permet de penser les égos expérimentaux sous le mode de l'individuation, c'est-à-dire dans un processus de développement continu marqué par les différentes situations existentielles appréhendées. Dans un article paru dans Eurostudia en 2014, Barbara Thériault déclarait que le mode expérimental chez Kundera, et je cite, parvient à télescoper de petites choses quotidiennes à de grands événements, à lier la vie d'un individu à celle de ses contemporains. On peut ainsi à bon droit chercher une évolution des modes d'existence à travers les changements socio-historiques qui apparaissent dans l'œuvre de Kundera. Actualiser la temporalité historique dans ces romans implique ainsi que nous nous y intéressions au rapport direct des personnages à leur environnement social, historique et culturel, en tant que ce rapport informe leur mode d'individuation. Il s'agit bien ainsi de considérer le corps comme champ de traçabilité, comme le suggère Citon à partir des lectures croisées de Spinoza, de Lorenzo Vinciguerra et de Deleuze, mais tel qu'il s'exprime dans le texte même plutôt que dans mon corps de lecteur expérimentant le texte. J'évoquerai rapidement les conclusions préliminaires de mes recherches qui sont toujours en cours, simplement pour permettre un regard un peu plus concret sur cette définition, ou en fait sur la portée du geste actualisant que je propose. J'ai choisi dans le cadre de mes recherches de me pencher davantage sur 3 romans clés de chacune des périodes définies par Švatic et Ricard. Comme représentant de la période tchèque, je me suis arrêtée sur La vie est ailleurs, 3e fiction de l'auteur, achevée en 69 et publiée en 73. Situé dans la Bohème de l'après-guerre, le roman met en scène la courte vie du poète Jaromil à travers les circonvolutions, du jeune homme dans les cercles de la poésie. Et on reprend cette phrase au complet. Situé dans la Bohème de l'après-guerre, le roman met en scène la courte vie du poète Jaromil à travers les circonvolutions du jeune homme dans les cercles de la poésie lyrique et de la jeunesse communiste. La critique kundérienne a globalement décrit ce roman sous l'angle de l'idylle et du culte de la jeunesse. Entendons ici idylle avec un I majuscule, métaphore proposée par François Ricard pour évoquer le parfait accord entre l'être et le monde. Or, ce qui apparaît entre autres lorsque nous nous attardons sur les romans sur les relations qui informent tant la poésie lyrique que les rêves révolutionnaires du jeune poète, la relation fusionnaire de la mère au fils que la jalousie maladive de ce dernier, ce qui apparaît donc se révèle comme un désir de faire corps qui n'a pas encore été évoqué. Le second roman auquel je me suis intéressée est L'Immortalité, terminé en 88 et paru en 90. Souvent considéré comme l'aboutissement de la carrière de Kundera, ce roman clôt le cycle des récits écrits en tchèque après son immigration française. De l'avis de ses principaux critiques, il offre une synthèse de l'œuvre qu'il précède, tant sur les plans formels que thématiques. L'Immortalité télescope plusieurs époques historiques. Il se veut une multiplicité de récits s'enchevêtrant sur le désir d'immortalité après la mort de Dieu et sur le règne de l'image en tant que nouvelle idéologie. Dans ce roman qui confine au cynisme, seul le personnage d'Agnès, lorsqu'elle se retire physiquement du monde, semble atteindre à une certaine paix qui ne peut advenir dans cette société panoptique. Cette interprétation est littérale et il serait vain de tenter de la réfuter. Cependant, prise en elle-même, elle ne laisse que peu de place à une réflexion qui sortirait des sentiers battus de la conception sociale postmoderne. La fête de l'insignifiance, dernier roman en date de Kundera paru en 2014, s'inscrit donc dans le cycle des romans français. Ce récit sans intrigue, qui fait un clin d'œil à plusieurs des opus précédents, fonctionne tel un montage de scène, où les 4 personnages qu'il traverse dialogueraient sans cesse autour d'une même poignée de sujets.
Cette esthétique, considérée conjointement aux transformations opérées dans le statut du personnage kundérien, qui devient davantage énonciation qu'ego expérimental, propose au premier regard une réflexion qui tourne autour de deux axes qui semblent pour Kundera caractériser les possibilités d'existence du nouveau millénaire, soit l'incommunicabilité, la signifiance et l'insignifiance consubstantielle à l'oubli achevé du sens de l'histoire dont il ne demeure que la plaisanterie. Une première hypothèse peut dès lors être avancée qui permet d'apercevoir la transformation qui accourt dans le corpus romanesque kundérien. Il n'est pas faux d'avancer que, littéralement parlant, les thèmes demeurent les mêmes, soit l'ironie, le rire, l'oubli, l'histoire, le culte de la jeunesse, la lourdeur de la légèreté. Cependant, les modes de l'individuation du sujet, eux, se transforment, informés par l'influence des formes de vie changeantes. On peut voir que dans La vie est ailleurs, il y a une certaine époque de l'utopie révolutionnaire qui voit naître une société dans laquelle l'individu se construit sur le mode de l'unité ou, pour le dire autrement, du désir de faire corps. L'immortalité, pour sa part, voit se devenir un certain devenir post-révolutionnaire qui va de pair avec la révolte quotidienne des droits de l'homme. Sous le règne de l'image comme nouvelle idéologie, l'individu se construit sous le regard constant d'autrui, sous le mode d'une multiplicité et du paraître. Finalement, la fête de l'insignifiance prend place au début du deuxième millénaire. Donc, après les derniers soubresauts de la révolte, vient l'indifférence. L'identité ou l'absence d'identité de l'individu est construite sur le mode de la répétition. C'est dire que l'on ne se pose plus tellement la question de l'individualité ou de la singularité et que libre cours est donné aux masques, aux jeux de rôle et aux vies mensongères. Or, s'il y a dans la fête de l'insignifiance un regard impitoyable sur cette société qui est la nôtre et aussi la gradation d'une ironie qui paraît sans mesure, un regard dialectisant posé sur nos trois romans permet de se rendre compte que le faire-corps n'avait pas meilleure presse sous la plume de Kundera que cette société nombriliste qui est dépeinte dans son dernier roman. Partons donc du constat neutre d'un nouveau mode relationnel pour repenser politiquement ce point d'arrivée du corpus romanesque kundérien à partir de la philosophie de James. Le monde pour celui-ci est un immense tissu relationnel dans lequel rien n'est laissé de côté. Un patchwork auquel serait superposé un network, ou pour le dire autrement, un ensemble de structures à la fois disjointes entre elles et reliées aux autres par un système de relations conjonctives ou disjonctives et de relais tissés plus ou moins serrés. Dans ses essais d'empirisme radical, le philosophe indique ainsi les différents degrés d'intimité de la relation conjonctive. On va ainsi du degré le plus intime de la relation, qui serait celui des pensées personnelles qui sont conscientes de se compénétrer l'une l'autre, aux différents types de relations externes qu'on pourrait représenter par les particules grammaticales et, avec, près de, à côté de, etc. Je propose de penser la relation des égos expérimentaux à leur environnement à partir de ces différents degrés de la conjonction-disjonction, plutôt que dans une logique du « en » ou du « hors de », comme c'est le cas lorsqu'on dit que la paix du personnage ne peut se trouver qu'hors de la société, voire hors de soi, ou encore lorsqu'on considère la montée de l'individualisme comme une rupture du lien social. Dans cette perspective, il faudrait considérer que les personnages kundériens expérimentent d'abord une relation de plus grande intimité dans le faire-corps, pour ensuite transitionner vers une relation que James qualifierait peut-être d'à côté d'eux. Or, même si l'on se retrouvait simplement les uns avec les autres dans un univers de discours, pour le dire avec James, ce qui serait pour lui la relation la plus externe que les termes puissent entretenir, nous serions toujours malgré tout dans un mode relationnel. Ce que je souhaite mettre en lumière, c'est que cette évolution romanesque des égos expérimentaux vers un type de relation davantage disjonctive n'implique donc pas une transition inéluctable vers un monde sans relation, qu'une nouvelle forme de relation au monde qui peut s'avérer être un point de départ concret d'une réflexion à la fois sur ses contraintes et sur ses possibles. Dans son introduction à Lire, interpréter, actualiser, Citon déclare qu'une des visées des lectures actualisantes consiste, je cite, à chercher dans un texte ce qu'un auteur ne voulait pas forcément dire, mais qui peut néanmoins s'avérer éclairant pour la situation qui est celle de l'interprète. Ici encore, je crois que notre contemporain artistique laisse lui aussi la place à cette distance qui s'instaure entre le propos de l'artiste et l'interprétation appropriante, dès lors que nous gardons en tête l'objectif du geste actualisant.
Seul un regard éclairé sur le contemporain, à partir d'une pluralité de points de vue dont celui qui informe la pratique artistique sur laquelle nous décidons de nous pencher, seul un regard éclairé sur le contemporain, donc, permet d'y distinguer des forces de manipulation entrecroisées et des virtualités connotatives. Une figure de cas comme celle de Milan Kundera me semble témoigner à la fois de la possibilité de l'actualisation du contemporain et de sa nécessité. Cela, en premier lieu, en ce qui a trait au danger de la normalisation des communautés interprétatives. À la fois romancier et théoricien du roman, la figure d'autorité que constitue Kundera a longtemps dirigé les lectures qui en ont été faites, créant paradoxalement un réseau fermé d'interprétations, là où, selon l'auteur même, le roman devrait permettre une parole libre et singulière. La relecture pragmatiste que je propose de Kundera s'inscrit bien ainsi dans ce que Citon appelle l'indisciplinarité, dans laquelle le décloisonnement des disciplines permet non seulement de découvrir des lignes de fuite, des possibilités interprétatives non encore explorées dans le texte, mais du même coup d'empêcher une sorte de sclérose interprétative. Outre l'aspect évolutif de l'œuvre que cette façon d'aborder le corpus romanesque de Kundera met de l'avant, c'est aussi la possibilité de sortir d'un discours postmoderne de l'ironie et du kitsch qu'elle permet. Car tout pertinent qu'il soit, ce regard qui voit se refléter dans nos romans le type de constats sociaux déployés ailleurs à une certaine époque, qui est aussi celle de l'écriture de l'immortalité, entre autres, donc, ce type de constats sociaux déployés par un Gilles Lipovetsky, par exemple, implique une sorte de statisme et de constat d'échec difficilement dépassables. Par contre, voir et comprendre le mode relationnel derrière l'ironie, qui demeure même chez un auteur comme Kundera un procédé romanesque, permet d'ouvrir une réflexion nouvelle sur ses implications et ses causes, bien entendu, mais aussi donc sur les possibilités qu'elle sous-tend. Il s'agit ainsi, comme le suggère Citon, et je le cite une dernière fois, de mesurer les ambivalences des développements sociétés en cours, qu'il est également absurde d'embrasser ou de rejeter globalement, mais au sein desquels il faut analyser à chaque fois ce qu'ils contiennent comme potentiel d'émancipation et ce qu'ils apportent comme nouvelle source d'auto-aliénation. Merci.